Le toit du monde est beaucoup plus coloré que les pôles Nord et Sud. Montagnes ondulantes, sommets enneigés, lacs calmes, tous contribuent à embellir le plateau. De vastes steppes s'étendent dans les bassins et sur des pentes douces. Les bergers chantent inlassablement leur charmante contrée multicolore. La course de chevaux est une grande fête annuelle des bergers. Plusieurs jours avant la fête, on afflue de toutes parts sur le champ de course. On monte des tentes et accomplit divers préparatifs. Bientôt, les tentes sont divisées en deux parties. D'un côté, elles abritent les cavaliers et de l'autre, les participants au carnaval. Les propriétaires amènent leurs chevaux au bord de la rivière pour les baigner. Il s'agit d'une méthode traditionnelle de dressage sur la steppe. On dit que l'eau glacée de la rivière permet de régulariser le tsi, souffle vital des chevaux. Les propriétaires laissent leurs chevaux dans l'eau pendant un temps déterminé en fonction de leur état physique. Tsering Dadie amène son vieux cheval ici une fois de plus. Son fils, Dordi, le suit de près pour observer attentivement. Tsering Dadie comprend que son fils adore les chevaux, surtout le vieux Sidze. Ce vieux cheval est connu de tous les cavaliers. Âgé de 12 ans, il a été 5 fois champion. Une fois, malgré un sabot blessé, il a réussi à se classer premier. Chaque jour, Dordi tresse la queue du cheval de façon différente. Son plus grand désir est de monter Sidze pour gagner le championnat. Les cavaliers sont pour la plupart âgés de 7 à 10 ans. Leur poids constitue une condition préférentielle. Mais pour gagner un prix, il faut un art équestre parfait. Le père de Dordi essaye de convaincre son fils de faire face à la réalité. Il pleut, mais le dressage continue car la compétition est imminente.
Le festival de course de chevaux est inauguré. Le carnaval durera 7 jours. Mais de l'autre côté, c'est un calme absolu. De bon matin, le petit frère Tserin Tioing est arrivé. C'est lui que le père a choisi comme cavalier. Les parents et proches disent tous qu'il est doué pour la course. Sur le dos du cheval, il court avec facilité. La compétition va commencer. Soudain, le père a décidé de laisser Tserin Tioing monter un jeune cheval pour participer à la course. Il a demandé au fils d'un parent de monter le vieux cheval, Sidze. La course de chevaux de 8 km va commencer. Dordzi ne peut pas participer à la course. Tout de même, il conduit le vieux Sidze au champ de course. À cet instant, une force inépuisable circule dans les jeunes cavaliers. Plus de 200 chevaux s'élancent à la fois. Beaucoup d'entre eux n'ont pas encore accéléré que déjà, ils se sont laissés distancer. Le vieux Sidze s'est classé 5e. Dordzi, tel un héros, conduit son cheval préféré. Ce classement est tout de même acceptable. Beaucoup de gens viennent offrir des hadas, écharpes de soie blanche, au vieux Sidze et à Dordzi. Le jeune cheval monté par le petit Tserin n'a rien gagné. Après le carnaval, tout le monde rentre chez soi. Sur la prairie,
Tsering Dadie caresse la tête de ses deux fils. Il est heureux de les voir grandir petit à petit. Sur le plateau, il existe une autre fête, le festival Sagadawa. On y afflue de toutes parts pour assister au lever d'un mystérieux poteau enveloppé de bannières de sutras. Le poteau, haut de 29 mètres, pèse 2,3 tonnes. Il est enveloppé de peaux de yak et de bannières de sutras multicolores. Une bonne dizaine de milliers de croyants, assis silencieusement sur la place du temple, attendent avec ferveur le lever du poteau. Chacun vient poser une pierre pour consolider le fondement du poteau et y apporter sa part de contribution. À 5000 mètres d'altitude, on est quasiment à la limite d'une existence normale. Mais les habitants du village d'Utsun vivent de génération en génération sur le pâturage situé à plus de 5000 mètres d'altitude. Contre le vent glacial, un millier de chèvres doivent partir brouter plus loin. En hiver, les herbes sont rares par ici. Au bord du lac, les Picasses se font du souci. D'habitude, ils broutent tout près de leur trou. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller plus loin. Cela donne une occasion aux renards tibétains. En cette saison, autour de Pumayumtso, on ne trouve des pâturages que sur 2 îlots au milieu du lac. Les bergers attendent le moment le plus important de l'année. On est au cœur de l'hiver, mais on doit entrevoir la douce couleur verte au fond du lac.
Un autre paysage apparaît sur la glace. Pour mener les chèvres au pâturage, le trajet s'étend sur une dizaine de kilomètres. À 5 heures du matin, on recueille des bousses de yak pour les réduire en cendres. Celles-ci peuvent empêcher les chèvres de chasse. En cette saison, beaucoup de brebis sont enceintes. La piste couverte de cendres mène jusqu'à l'îlot. En hiver, il ne reste plus d'herbe ailleurs. Il faut partir avant le lever du soleil. Vers midi, il fera grand vent sur le lac. Cái sản phẩm năm kim thì cháu à chỉ lao tới thì mà dân đấy kéo sầu như vậy ta lao tới hiện tại kiểu gì đấy chả bớt leo gì. S'occuper à tour de rôle de chèvres sur l'îlot est le devoir de tous les hommes du village d'Utsun avant le nouvel an tibétain. La steppe n'est pas toujours plate, elle est souvent ponctuée de rocs ou de collines. C'est le repère d'un oiseau divin, le vautour moine. Sur la falaise survient inopinément un visiteur. Il s'appelle Hugo. Il a une cinquantaine d'années. Il vient chercher un objet capable de le tranquilliser. Il y a 2 ans, Hugo a subi une opération cardiaque. L'année dernière, son œil gauche a failli perdre la vue. Il est donc inquiet car il n'a pas encore transmis son précieux métier à ses enfants. La flûte d'aigle est faite d'un os provenant des ailes de l'aigle. Son histoire remonte à 1 millier d'années.
Les bergers en jouent pour chasser la solitude quand ils gardent les troupeaux. Deux filles de Hugo font leurs études à Chengdu. Elles reviennent voir leur père aux vacances d'été. Hugo a décidé de fabriquer une deuxième flûte. Sur l'immense steppe, c'est difficile de trouver un os d'aigle de ce genre. Tandis que Hugo sombre dans le désespoir, l'objet de ses désirs apparaît. Un os d'aigle est ainsi apparu de inimaginable. C'est peut-être le dernier os que Hugo va trouver dans sa vie. Il tarde à se mettre à l'œuvre. Le grand art au père qui, à son tour, l'a transmis à Hugo. Enfin, Hugo peut le faire perdurer. Ces deux filles sont contentes. Enfin, elles ont chacune sa propre flûte d'aigle.
Sur la steppe orientale du plateau Tsing Rai Tibet vécut un chevalier du nom de Gesar. Selon la légende, il aida à éliminer les malfaiteurs et les monstres et apprit aux gens à travailler la terre. L'épopée de Gesar est la plus longue du monde. On la chante encore aujourd'hui. Une centaine d'artistes chantent le roi Gesar un peu partout sur le plateau. Suting Dorji est un étudiant particulier de l'université du Tibet. Il est le plus jeune artiste et le seul étudiant parmi les chanteurs de l'épopée de Gesar. Pour enregistrer toutes ces représentations, l'université a établi un long plan de tournage. Tout l'après-midi, il raconte pendant 4 heures de suite sans interruption. Il ne se sent pas fatigué. Au contraire, il est plongé dans la joie comme si la brise printanière l'effleurait. Il faut une bonne centaine d'heures pour terminer l'épopée de Gesar que Dorji connaît par cœur. Le nombre d'heures s'accroît de plus en plus. D'après la tradition tibétaine, la façon dont Suting Dorji est devenu conteur s'appelle apprentissage divin. Tous les jours, Suting Dorji et ses professeurs compilent le récital des vieux conteurs. Beaucoup d'entre eux ne savent ni lire ni écrire, mais ils sont en mesure de réciter une centaine de volumes de l'épopée de Gesar. Voici le chant qui s'enracine sur le plateau. Pour ce chant ininterrompu, la vieille tradition croise le souffle moderne. Tsultrim, moine d'un temple dans la région pastorale, est aussi un médecin tibétain.
Dans son enfance, avec son maître, il a pratiqué la contemplation dans cette grotte. Cela date de plus de 30 ans. C'est ici que Tsultrim étudie assidûment l'art médical que son maître lui a appris. Il utilise des produits électroniques de toutes sortes. Dans la vieille grotte, il recourt à Internet pour recueillir les documents dont il a besoin. La pierre est un élément primordial pour les médicaments qu'il prépare. Chaque année, il part à la recherche des pierres. On s'égare facilement sur l'immense steppe dans le nord du Tibet. Tsultrim demande souvent au berger de lui montrer le chemin. Cette fois-ci, il vient chercher une pierre capable de guérir l'apoplexie. Pour cuire à la vapeur des pierres et d'autres ingrédients, Tsultrim vient au bord du lac sacré Manasarovar pour chercher de l'eau sainte. Tsultrim a distribué aux patients les pilules précieuses qu'il a préparées avec peine. Il en garde un petit bol pour l'offrir à son maître. Dans un proche avenir, il partira de nouveau à la recherche de pierres. Poussé par cet ardent désir, Tsultrim fait face calmement à la nature et offre calmement ses médicaments aux patients. Et sur le plateau, il se baigne dans la lumière du soleil et offre généreusement les fruits de son travail. Dans la partie orientale du plateau s'étend la forêt immense. Dans la forêt, l'eau du lac est d'un vert émeraude et les arbres sont entourés d'usnés. La montagne lointaine est rouge comme le feu. Au pied de la montagne s'adosse un vieux village. Les villageois sont peu nombreux. Ils vivent là, sans souci.
Promener les porcs constitue la première activité de la matinée. Beaucoup d'autres porcs sont concentrés dans le pâturage. Du matin au soir, les porcs creusent des trous à l'aide de leurs groins pour manger les racines de plantes, dont beaucoup de plantes médicinales. Après le petit déjeuner, des hommes partent à moto chercher d'autres porcs dans la montagne. Ceux-ci vivent dans la forêt. Tous les jours, ils se nourrissent de champignons et de fruits frais. Chaque famille a des porcs vivants dans la montagne. Leurs propriétaires viennent une fois tous les quelques mois. Mais personne ne se trompe de porc et aucun porc ne se trompe de propriétaire. Ces porcs sont surnommés porcs parfumés ou porcs au gingembre. Les femmes charitables laissent survivre quelques vieux porcs et ne veulent pas les tuer afin qu'ils finissent leur vie dans la forêt. Quelles que soient les circonstances, on ne peut pas abandonner ses compagnons. Laisser les chèvres passer l'hiver en paix est la tâche primordiale des villageois de Dutsun. Le premier à monde. Mima est très heureux. Il le nourrit de beurre de yak. Beaucoup d'agneaux sont nés avant terme. Dix jours ont passé. La glace fond de plus en plus sur le lac. La surface de la glace s'amincit de jour en jour. Il faut réduire la durée de broutage des chèvres. Le craquement des glaces se fait entendre, comme des coups de tonnerre qui grondent dans les nuages. Le nouvel an tibétain arrivera bientôt. Pour accueillir le retour de Mima, sa mère et sa femme s'empareraient une couverture de laine.
Le jour de l'an, les chèvres vont rentrer. La surface de la glace supporte le poids des chèvres, mais il y a du changement dans le troupeau. Grâce à l'hospitalité de l'îlot, beaucoup d'agneaux sont venus au monde. La sagesse des bergers, la façon traditionnelle de faire paître les bêtes, l'îlot et la glace, tout cela donne de l'espoir aux habitants du village d'Utsun.